Donc, j'invite maintenant Mélanie Arsenault, étudiante à la maîtrise. On serait prêt, puis on va y aller. Bonjour tout le monde, moi c'est Mélanie Arsenault, je fais une maîtrise en écologie au groupe de recherche en écologie de la MRC d'Abitibi, le GREMA, et à l'UQAT sous la direction de Miguel Montoro-Girona et de Guillaume Grosbois. Mon sujet de recherche, moi, c'est la dynamique d'occupation du territoire par le castor du Canada en Abitibi-Témiscamingue. Donc, laissez-moi vous emmener faire une petite randonnée aujourd'hui dans un des biomes terrestres le plus grand au monde qu'on appelle la forêt boréale. On va commencer notre randonnée aujourd'hui ici même en Abitibi-Témiscamingue, une région qui est plutôt couverte par des conifères. Si on irait un petit peu plus au sud, au Témiscamingue, on rencontrerait plus la forêt tempérée qui est quand même peuplement mixte. C'est une forêt qui subit beaucoup de perturbations naturelles. On en a déjà parlé quand même déjà depuis ce matin. Donc les feux de forêt, on les voit vraiment alentour de nous, les épidémies d'insectes, les chablis et à un moindre niveau, mais quand même important, le castor du Canada. On dit du castor que c'est un agent de perturbation. Pourquoi? Parce qu'il est capable de créer des nouveaux habitats. Il est capable de changer un milieu terrestre en un milieu aquatique complexe. Il va faire des trouées dans la canopée qui va venir changer la succession forestière de la forêt. Quand il vit près des humains, il va aussi, ou près des infrastructures, il va causer aussi beaucoup de conflits qu'on va devoir mitiger. Il est responsable aussi de l'augmentation de la biodiversité dans son milieu, dans l'état qu'il crée. Donc, de ce fait, on peut dire qu'il est comme un super-héros, un super-ingénieur de la nature. Alors, pour étudier le castor, il faut comprendre un peu d'où est-ce qu'il vient, comment il vit. Le castor va vivre dans une hutte avec des membres de sa famille, une colonie. Il va créer un barrage dans un cours d'eau pour élever la colonne d'eau assez suffisamment pour ne pas qu'elle gèle durant l'hiver, pour assurer sa survie. Il va aller se nourrir principalement de plantes, des arbres feuillus qu'il va collecter sur le milieu terrestre alentour de son territoire, mais aussi parfois de plantes herbacées et de macrophytes. Il va se faire des réserves de nourriture pour passer l'hiver. Et puis tous ces beaux éléments-là, on peut dire qu'ils font partie de son territoire, qui est un peu la base de ma recherche. Maintenant, pour étudier la dynamique d'occupation du territoire, on a comme divisé la recherche en 3 volets. Donc, on a la dynamique spatiale, qui est comme le territoire, ce que j'appelle l'aire d'influence de l'animal. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que je n'ai pas de résultats préliminaires. On a aussi la dynamique temporelle, donc sur une échelle de temps. Celle-ci va être analysée ou évaluée à partir du temps d'occupation par la colonie dans la hutte, là où les huttes, des fois il y en a plus qu'une sur le même territoire. Et on a un 3e volet qui est plus la diète et la santé de la population. Qui, elle, va être analysée à partir d'isotopes stables qu'on a analysés à partir de carcasses de castor qu'on a collectées. Donc, on va essayer de démêler tout ça. Objectif principal, c'est d'évaluer la dynamique d'occupation du territoire en fonction de la taille des lacs, du type de peuplement et de la diète. Donc, le rôle et l'influence de la diète dans tout ça, la taille des lacs et aussi les types de peuplement. Donc, une première hypothèse sur l'échelle temporelle, on pense que le temps d'occupation d'une hutte par la colonie va augmenter en fonction non seulement du type de peuplement, en sachant que le castor mange surtout du feuillu, et puis aussi, en fonction de la taille des lacs, plus le lac est grand, plus on pense qu'il va avoir accès à des ressources sur le milieu terrestre. Du côté de la diète, un objectif qu'on s'est fait, c'est que en présence de plantes herbacées et de macrophytes dans un étang quelconque, ça va avoir un impact sur la diète qui, elle, pourrait aussi influencer le temps d'occupation du territoire. Comment qu'on fait ça? Bien, première des choses, on va se situer. Donc, l'étude prend place ici même en Abitibi-Témiscamingue, sur pas mal les 5 MRC de la région. Pour ce faire, j'ai dû contacter 2 associations de piégeurs et à peu près 11 ou 12 trappeurs qui ont collaboré à mon étude. J'ai ramassé 98 carcasses de castor. Et aussi, on a pris une base de données d'un autre projet pilote qui prenait place ici, tout près d'Amos, qui se spécifiait sur les huttes, caractérisation d'habitat autour de huttes. Donc, pourquoi en Abitibi? Ben, c'est aussi ici qu'il y a les plus hautes densités de colonies de castors. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, on parle de 5,5 colonies par 10 km². Donc, on est à la parfait endroit pour les étudier. Donc, pour l'occupation temporelle, j'ai utilisé une première base de données. C'est des données qui ont été prises sur le terrain en 2020.
d'un autre projet pilote. C'était des transects qui ont été faits autour de 14 lacs, donc 14 huttes sur des lacs, dans 2 types de peuplements différents. La dendroécologie a été utilisée pour reconstruire un peu le patron d'occupation des huttes. Comment qu'on fait ça? Ça part du fait que lorsque le castor il mange certaines espèces, ces souches-là vont des fois, se reproduire de façon asexuelle par un rejet de souche qu'on appelle un taillis. Si on coupe le taillis puis qu'on compte les cernes annuelles, on est capable de positionner exactement à quelle année le castor a mangé la ressource principale. Si on répète ce processus-là partout alentour des huttes, on est capable de dresser un profil du patron d'occupation de là ou des huttes qui sont présentes autour de la colonie. Pour ce qui est du volet diète, donc c'est une analyse d'isotopes stables et des indices de santé de la population. C'est une autre base de données, c'est mes trappeurs qui m'ont donné 98 carcasses qui ont été disséquées l'été passé. On a envoyé des échantillons à un laboratoire, des échantillons de foie, de muscles et de poils pour faire analyser pour le carbone 13 et l'azote 15. Là, ici, c'est un graphique vraiment pas scientifique, mais c'est pour donner une ordre d'idée. Selon l'organe choisi, ça va nous donner une fenêtre différente sur la diète de l'animal avant sa mort. Et ça dépend de la vitesse de régénération des cellules au sein de cet organe-là. Donc, le foie, qui se régénère très vite, va nous donner une petite fenêtre ou une fenêtre récente sur la diète de l'animal, tandis que les poils, c'est un tissu presque inerte. Ça peut nous donner une diète jusqu'à presque 1 an. Par contre, nous, nos animaux ont été piégés juste après la mue automnale de l'animal. Donc, dans notre cas, c'est plus les muscles qui nous donnaient la plus grande fenêtre. On a utilisé aussi l'aire de la queue sur la longueur totale de l'animal. On a utilisé cette mesure-là comme un indice de santé globale des individus qui avait déjà été utilisé dans d'autres études. Pourquoi la queue? C'est parce que c'est un organe de stockage de gras. Sa longueur varie seulement en fonction de la croissance de l'animal, mais reste quand même stable dans le temps, mais sa largeur va quand même varier beaucoup selon la saison, la disponibilité des ressources et justement la santé de l'animal. Fait que, j'ai quelques résultats préliminaires, mais on va rester prudent parce que mon échantillon, c'était 14 lacs, c'est quand même petit. Donc, tu vois, on n'a pas atteint ici le seuil de significativité, mais c'est quand même intéressant de parler de tendance. Donc, quand on regarde le temps d'occupation, donc ça, c'était ma première base de données, on se rend compte qu'il pourrait avoir une différence selon le peuplement et que les castors semblent rester plus longtemps dans un peuplement mixte. C'est un peu ce qu'on s'attendait. C'est quand on sait que les castors aiment bien les feuillus, c'est pas surprenant, mais c'est le fun de le voir comme les tendances se justifient comme ça. Si maintenant on tient en compte d'une interaction entre le type de peuplement et la superficie des lacs, on voit qu'il n'y avait pas vraiment de différence dans les milieux mixtes. La superficie de lac ne faisait aucun impact dessus, mais par contre, on a resté surpris en voyant que dans les milieux résineux, on voit que la taille du lac a vraiment un impact sur le temps d'occupation de la colonie. Maintenant, quand on voit du côté la diète, en regardant le taux ou les unités là, de carbone 13 dans les muscles, selon le type de peuplement, eh bien là, on voit quand même une différence marquée selon le peuplement et surtout dans les milieux feuillus. Donc, on peut dire que les castors ont une diète différente des autres peuplements. Maintenant, pour nous donner une idée, j'ai mis, plus on monte sur l'axe des Y, plus on se rapproche des signatures isotopiques des espèces aquatiques et plus on reste bas sur leurs données, plus on se rapproche des espèces terrestres. Donc, on peut peut-être supposer qu'en milieu feuillu, le castor se nourrit de plus de plantes herbacées puis de macrophytes. Maintenant, des fois, c'est le manque de différence qui est aussi intéressant à mentionner. Quand on regarde l'indice de santé selon le peuplement, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas de différence. Mais par contre, on vient de dire que dans les peuplements feuillus, il y a une différence de diète chez les castors. Donc, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Ben, ça peut vouloir dire que justement, les castors, peu importe ce qu'ils mangent, peu importe les ressources disponibles, ils vont être une espèce résiliente capable de subvenir à leurs besoins nutritifs et d'atteindre leur niveau de santé optimal, peu importe ce qu'ils ont alentour d'eux. Donc, c'est sûr qu'avec ces petits résultats-là, il nous reste encore beaucoup de données à aller chercher sur le terrain. On va se croiser les doigts qu'on peut le faire cet été. Et puis, beaucoup d'analyses aussi pour aller creuser plus creux sur l'écologie du castor et sa dynamique d'occupation.
Mais il est bien évident que ces résultats-là vont être très intéressants dans plusieurs domaines, comme par exemple la planification et la gestion des chemins forestiers, l'amélioration des plans d'aménagement forestier écosystémique, la mitigation des conflits avec les castors qui sont aussi en hausse, et surtout dans un temps de changement climatique où est-ce que les populations de castors sont attendues d'augmenter. Fait que sur ça, je voudrais remercier tous les collaborateurs qui ont participé au développement et à la création de ce projet-là. Puis je vous reviendrai quand j'aurai plus de résultats. Merci. Merci beaucoup, Mélanie.